Donc cette exposition à la Galerie Camer montre aussi donc une facette intéressante de votre personnalité, c'est le fait que vous êtes déjà un rassembleur. Donc déjà en 57, vous avez beaucoup parlé d'Yves Klein, mais vous commencez à regrouper autour de lui un certain nombre d'artistes de cette époque. C'est-à-dire que je suis préoccupé de savoir s'il peut y avoir une suite, une perspective logique dans la recherche d'une certaine peinture gestuelle, abstraite et lyrique, c'est-à-dire cet informel parisien qui est un peu l'équivalent de l'action painting et de l'expressionnisme abstrait américain. Et je m'aperçois au fur et à mesure de ces expériences, parce que chacun des artistes que je vous ai cités ont eu une exposition personnelle à la Galerie Camer, c'est donc une expérience de laboratoire que je faisais, et à part Oundab Vasser qui s'est développé de façon tout à fait autonome et dans un sens véritablement néo-baroque, avec une très grande richesse d'imagination, avec lui aussi, il était en ce sens assez semblable à Yves Klein, avec une vision d'un autre monde, d'une meilleure qualité de la vie, etc. À part donc Oundab Vasser, les autres artistes, finalement, ont été pour moi des témoignages à la fois d'une grande intelligence de la peinture, mais aussi de ses limites dans une perspective traditionnelle. Il s'est passé d'ailleurs en Europe et à Paris ce qui s'était passé en Amérique et à New York, c'est-à-dire que la première génération des peintres expressionnistes abstraits américains n'a pas eu de suiveurs. Les vrais suiveurs, ce sont les néo-dadaïstes comme Chamberlain, Jasper Johns ou John Rauschenberg et non pas, disons, des sous de Kooning, des sous Franz Klein ou des sous Paul Locke. Ce qui s'est passé d'ailleurs aussi de façon presque symétrique en Europe, les successeurs des grands peintres informels européens, en particulier des Hartung, des Mathieu ou des Brienne, n'ont pas été justement des sous Mathieu ou des sous Hartung, mais les peintres du nouveau réalisme. C'est-à-dire des peintres qui en fait changent de dimension. Changent de dimension. Et je me suis aperçu aussi que sur le plan de l'extrémisme de l'investigation du champ pictural, la saturation par la couleur, il ne pouvait y avoir dans cette démarche extrême qu'un seul protagoniste. Et c'est ce qui s'est passé en effet. Il n'y a pas eu deux aventures monochrome sur la place de Paris. Il y en a eu une en Italie par la suite, mais Manzoni s'est révélé véritablement comme le suiveur conceptuel de Klein. Donc, toutes ces réflexions, je me les pose, je les assume, et la décandation se fait peu à peu. Je me rends compte donc que peut-être il faut chercher ailleurs l'émergence d'un langage qui corresponde véritablement à la fermentation humaine, médiatique, industrielle et technique du moment. Et c'est à ce moment-là que j'ai été mis sur la voie, en particulier par l'évolution d'Armand, le peintre du dimanche, qui justement travaillait chez son père dans une entreprise de meubles à Nice. Il faisait de la comptabilité, de l'administration. Il était donc environné de tampons à l'époque. Beaucoup de choses se passaient avec des tampons.
Et il se met justement pour chasser son ennui à recouvrir des feuilles de papier, de ces estampages de tampons humides répétitifs, de façon à créer justement une sorte de densité spatiale qui donnait par ses vibrations un caractère très spécifique à la définition de l'espace. Cette évolution est très significative parce que la figuration post-cubiste a cette définition répétitive et gestuelle de l'espace m'avait beaucoup frappé. En même temps, j'étais extrêmement sensible au développement technologique, dans la mesure même où je travaillais à l'époque dans un ministère qui était le ministère des Travaux publics, et donc j'étais en quelque sorte en première ligne quand je faisais des revues de presse pour justement pouvoir tâter le pouls de cette civilisation technique en formation, en affirmation, en consolidation. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être justement, devant ce qui peu à peu, au fur et à mesure des diverses stratifications de ma pensée réfléchie, a pris la forme d'une véritable nature. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience que le monde nouveau dans lequel nous vivions avait créé, à la suite de la guerre et de la reconstruction, un véritable paysage urbain et industriel nouveau qui n'avait plus rien à voir dans son approche et son rapport perceptif et sensible avec le citadin. Il n'avait aucun rapport avec celui de l'homme des villes d'avant-guerre. Et cette réflexion m'a mis progressivement sur la voie, sur ce concept de nature moderne, industrielle, urbaine et médiatique. Cette nouvelle société, par sa morphologie en pleine élaboration, en pleine transition, créer justement les éléments premiers d'une nouvelle expressivité, d'une nouvelle référence poétique, un langage de la quantité, de l'appropriation du réel, et ce réel urbain et industriel était en soi une source d'auto-expressivité. C'est comme ça que, à partir du moment où une idée mère s'empare de votre cerveau et domine votre recherche, les coïncidences qui n'en sont pas s'accumulent les unes aux autres. C'est comme ça que j'ai découvert Tinelli, qui à l'époque était en quelque sorte un artiste du mouvement et de Denise René, mais où cette sensibilité du moteur m'avait beaucoup frappé, et qui commençait à s'intéresser de façon sporadique à la ferraille. C'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré Raymond, le grand piéton de Paris, le lacérateur d'affiches. Raymond avait une très grande peur de déchirer les affiches des murs. Il notait véritablement les aspects les plus intéressants et il demandait à un ami, peut-être plus robuste et plus fort que lui, de venir opérer le décollage. Et je pense
cette peur de l'action pratique, du décollage chez Raymond Reims, qui est à l'origine justement de sa vision extrêmement claire et nette de la fiche lacérée, et justement de ce côté, ce concept du décollage, qui est le contraire du collage, à vrai dire, puisqu'il s'agit de repérer sur la peau des murs, dans les villes, ou sur les emplacements d'affichage réservé, l'image qui naît de ce lacéré anonyme, pour parler comme Villiers, et de cette intervention de la sociologie anonyme et furtive, et d'en tirer justement, disons, les fleurs du mal ou la beauté aléatoire. C'est-à-dire que tout à coup, en fait, par votre intervention théorique sur ces cheminements d'artistes un peu différents, c'est ce qui est en train d'apparaître, vous vous rendez compte donc que non seulement le monde est une source d'inspiration, comme vous l'avez dit, de création, mais qui peut devenir, et qu'il a intérêt, enfin qu'il y a un intérêt à ce qu'il soit une matière de création directement. C'est-à-dire que, justement, ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont ces processus. Je viens de vous définir le décollage et sa spécificité par rapport au collage, à la vieille tradition du collage. Le collage, dans ces années-là, à la fin des années 50, a déjà une vieille histoire derrière lui, remonte au cubisme, mais c'est évidemment une activité d'assemblage, d'ajout, de composition. Tandis que le décollage, c'est véritablement l'appropriation directe d'une image qui émerge et transparaît de la peau des murs. Et ce phénomène, à l'époque, avait pris un relief très important, bien que ces protagonistes parisiens, qui étaient donc Raymond Reims, son ami Villiers, qui était son inséparable compagnon de promenade et de cueillette, auquel va s'ajouter bientôt le poète ultralettriste François Dufresne, qui, parallèlement à sa démarche d'éclatement du langage, s'est spécialisé dans la collecte des dessous d'affiches, où il retrouvait justement l'envers négatif d'une image éclatée. Cette démarche m'intéresse, fixe mon esprit, et elle colore, si l'on peut dire, ma pensée. À l'époque, en 57 à 1963, je suis le correspondant d'un hebdomadaire romain qui s'appelle Vita, et je vais à Rome à peu près 3 semaines tous les 3 mois. C'est l'époque de la Dolce Vita romaine, de la grande permissivité sociale et sexuelle. C'est aussi une province, et une province finalement extrêmement conformiste dans son goût et dans sa vision de l'art. Je vais en 57 à Rome à l'occasion d'une exposition de Fautrier, ce peintre, ce grand peintre de l'informel auquel je m'étais passionnément intéressé. Et je reste donc quelques jours à Rome et j'y rencontre tout un certain nombre d'artistes. Des artistes qui, dans le fond, pratiquent un tachisme ou un informel à la parisienne. C'était en effet l'époque, disons, de la grande influence informelle sur la province de l'Europe. Un de ces artistes, un des meilleurs d'ailleurs, un des plus intéressants, Turcato, se lie d'amitié avec moi et nous prenons ensemble des cuites mémorables. C'était à l'occasion d'une de ces souvenirs
qui me dit, c'est à peu près 2 heures du matin, on t'a présenté des artistes qui sont finalement des artistes plus ou moins conformistes et qui représentent l'officialité contemporaine à Rome, mais personne ne t'a présenté l'un des éléments sans doute les plus originaux et les plus spécifiques d'une marginalité politique à Rome, et je vais te le présenter. Qui est-ce qui vous dit ça? Turcato, le peintre Turcato. Et il m'amène donc dans un atelier de la Passeggiata di Ripenso, des bords du Tibre, et là, je fais la connaissance de Rotella. Et je m'aperçois que Rotella pratiquait, lui aussi, tout seul à Rome, la technique et le procédé du décollage. C'est-à-dire qu'il prenait sur des murs romains des lambeaux d'affiches qu'il exposait comme telles. Il avait fait ça dès 1954 dans une exposition de groupe, dans une galerie d'avant-garde à l'époque qui s'appelait La Salita. Et cette Rome permissive, très libérée de la Dolce Vita, avait gardé un goût très conformiste. Et à partir de cette exposition de groupe à la Salita, Rotella avait été la victime d'une véritable conjuration du silence. La Rome de l'époque ne lui avait pas pardonné ce crime de lèse-majesté vis-à-vis de la peinture, qui consistait justement à représenter un morceau d'affiche arraché comme une œuvre d'art. Et donc il vivait véritablement dans cet isolement, dans cette marginalité, mais il vivait bien. Je me souviens que quand nous sommes arrivés à 2 heures du matin chez lui, dans son atelier, il y avait une séance de musique afro-cubaine avec des noirs qui jouaient du pongo, toute une série de femmes plus ou moins nues qui dansaient, et donc je me suis trouvé là plongé directement dans une atmosphère disons de forte tension existentielle, au centre duquel trônait Mimo Rotella. Je me suis évidemment aperçu de suite de l'analogie de sa recherche avec celle des affichistes parisiens, et je les ai mis en contact. C'est comme ça qu'il était normal que j'invite Rotella en 1960 à la formation du groupe des voyalistes à Paris. C'était donc, je vous cite cet exemple, d'abord parce qu'il rentre tout à fait dans le sujet du voyalisme, mais en même temps, il vous montre que ce genre de recherche et d'exemple avait en quelque sorte marqué comme le subconscient de ma pensée réfléchie, et que j'étais particulièrement sensible à ces nouvelles approches de l'expressivité visuelle, de ces nouveaux moyens, de ces nouveaux concepts et de ces nouvelles méthodes. Et alors, à partir de 58, les événements vont se précipiter. 58, c'est la fameuse année où Yves Klein présente chez Iris Clair Le Vide, c'est-à-dire l'exposition des murs vides d'une galerie, sensibilisée par la présence de l'artiste lui-même. Cette démonstration du vide venait chez Yves Klein comme la suite logique de l'aventure monochrome, du passage de la polychromie à la couleur bleue exclusive, et au-delà du bleu, le vide, c'est-à-dire
le rappelle à une conscience absolue de l'énergie qui est invisible mais présente dans l'espace ambiant et qui se libère de sa fixation colorée pour vivre sa vie autonome. Lorsque un artiste inspiré comme Yves Klein n'est pas là pour nous la donner à voir. Donc Yves Klein nous donne à voir cette énergie. Il nous rappelle en même temps que le principe fondamental de tout langage expressif est lié justement à ces énergies. Pendant la semaine qui a duré l'exposition, à la Galerie Riesler, Tinguely a été là tous les jours avec sa femme de l'époque, qui s'appelait Myriam Epli, et il a été extrêmement frappé par cette idée justement de l'énergie à l'état pur comme source directe du langage. C'est Yves Klein qui, à l'époque d'ailleurs, lui a fait comprendre qu'il était inutile de cacher ces moteurs qui animaient ces formes géométriques dans l'espace, derrière des panneaux noirs ou blancs, et qu'il fallait en effet jouer le jeu de la vie, c'est-à-dire prendre de la ferraille, la souder et animer cette structure avec un moteur présent au centre même de la sculpture, comme le cœur de cette expressivité. Et c'est ainsi que la suite d'une exposition Vitesse pure et stabilité monochrome, qui a eu lieu en octobre 58 et qui a réuni les deux artistes, Tinguely est devenu lui-même. À cette exposition Vitesse pure et stabilité monochrome, Yves Klein avait présenté des disques de couleur bleue, sauf un blanc. Et ces disques étaient animés par les moteurs de Tinguely qui leur donnaient des vitesses de relation différentes. La stabilité de la couleur était perçue comme telle sur les murs, quelle que soit la vitesse de rotation. Deux de ces pièces, deux de ces disques étaient montés sur des treillis de bois qui soutenaient des marteaux-piqueurs. Et Tinguely avait appelé ces pièces des excavatrices d'espace. Et c'est donc le moteur du marteau-piqueur qui alimentait la rotation du disque d'Yves Klein qui est déplacé en couronnement de cet édifice, de ces tréteaux de bois. Dès lors, Tinguely donc va devenir lui-même, c'est-à-dire qu'il va prendre de la ferraille, il va la souder, il animera ces tas de ferraille en leur donnant, selon la vitesse et la force du moteur, de véritables comportements et des comportements différents. Certaines sculptures de Tinguely sont sexuelles, violentes, hystériques, comme la série du Palouba. D'autres sont plus furtives, plus sages, beaucoup moins bruyantes. Donc, les sculptures de Tinguely sont des sculptures éminemment caractérielles et elles perdent en vérité leur présence lorsqu'elles ne sont pas en fonctionnement. La sculpture de Tinguely est irrémédiablement liée au mouvement. Et c'est à ce moment-là donc que Tinguely devient lui-même. Et je pense que Pontus Hulten, qui s'était attaché avec beaucoup de ferveur et de passion à l'œuvre de Tinguely lorsqu'il était chez Denise René, ne pardonnera jamais à Yves Klein d'avoir véritablement révélé Tinguely à lui-même, à une époque où justement Hulten avait dû rentrer
en Suède. Tel est un étudiant attardé qui avait passé 10 ans au Fred à l'université de Stockholm pour finir une thèse qu'il n'avait jamais finie. Et il a été mis en demeure à cette époque-là par l'université de Stockholm de venir finir sa thèse. Alors, vous n'aimez pas beaucoup Pontus-Hylten apparemment, hein, enfin, vous n'avez pas une grande affection pour lui. Non, c'est pas ça, mais Il faut peut-être préciser qu'actuellement, donc, qu'il a fait une très très brillante carrière. Il a fait une très brillante carrière. De conservateur. Et il va dire qu'il a mérité, en partie parce qu'il faut pas oublier qu'il a été nommé, là je pense, grâce à Tinguely et les rapports d'amitié que Tinguely avait avec Georges Pompidou et Claude Pompidou elle-même. Mais en effet, Hylten a fait une très grande carrière méritée. Les expositions qu'il a fait au Centre Pompidou à partir de 1977 sont des expositions qui marquent, même si par leur titre elles semblent concurrencer le Rien de France, mais Paris-New York, Paris-Moscou, Paris-Berlin sont des expositions capitales dans la mesure où elles comblent beaucoup de lacunes pour le spectateur moyen français. Et je dois dire qu'il n'était pas facile d'ouvrir le centre. Et sans doute, Hylten aura été la personnalité de premier plan capable d'assumer cette lourde responsabilité. Je souligne simplement, disons, là, l'une de ses fixations, nobody is perfect, comme on dit en anglais. Il a lui aussi, certainement, ses fixations et je pense que s'il n'a pas pardonné à Tinguely cette révélation de Tinguely à lui-même, c'est certainement dû à une sorte d'impulsion sentimentale. Il est certain que durant tout son passage à Beaubourg, son brillant passage à Beaubourg, il s'est bien gardé de faire une exposition du Louvre, mais il a privilégié au sein du nouveau réalisme la famille Tinguely, c'est-à-dire les artistes qui entretenaient avec Tinguely des rapports privilégiés, c'est-à-dire Fleury et Nikita Safa. C'est bon. On va peut-être vous demander d'arrêter parce que la cassette est là, c'est fini. On va en remettre une. Bon, ça va? Ça vous demande pas trop d'effort de souvenir? Parce que vous avez une précision qui est assez étonnante. Alors, c'est bien pour nous, mais ça vous facilite pas trop, non? Un petit peu, mais enfin.